Je suis Isabelle. Voilà, ça y est, c'est parti. Je suis Isabelle Lapoudou. Je suis une coach PCC ICF et je suis spécialisée en medical coaching et je m'occupe de coaching one-to-one. Je fais des workshops, mais surtout, je m'occupe des systèmes sanitaires. Je m'occupe de faire entrer le monde du coaching dans les systèmes sanitaires à travers des congrès médicaux. Nous sommes très contentes de vous avoir aujourd'hui parce que aujourd'hui c'est le premier webinaire de la série de 4 webinaires préparatoires au premier forum national suisse de head coaching du 24 juin à Neuchâtel. Cette journée est un espace qu'on a désiré beaucoup, un espace de réflexion et de dialogue structuré autour du coaching de santé en Suisse et à la fois dans un contexte international et national, et pour vraiment comprendre la réalité suisse, du système suisse. Et un petit peu d'informations avant de vous introduire absolument Vérane. Le webinaire se passe de 18h à 19h. On va terminer un petit peu de minutes avant, comme ça on va vous laisser le temps pour un espace pour des questions. Je vais lire la chat, donc si vous voulez, pendant que les slides partent, on se déroule. Si vous voulez nous demander quelque chose, s'il vous plaît, écrivez-nous dans la chat et je vais lire vos questions. Vous aurez un enregistrement, vous le savez, donc vous pouvez ne pas prendre des notes, vous allez avoir votre enregistrement. Et maintenant, je vous présente Vérane, qui est docteur en pharmacie. Et après 15 ans d'un parcours international dans l'industrie et les essais cliniques, elle a choisi d'ouvrir d'autres angles pour servir la santé dans sa globalité. Aujourd'hui, elle est ICF Master Certified Coach, certifiée ICF superviseur de coach, de manager et dirigeant conférencière et autrice du livre qui s'appelle Ma réalité augmentée, changer nos visions pour exister. Vérane accompagne les potentiels humains et la reconnexion à nos pharmacies intérieures auprès de la personne, le collectif et les organisations et dirige la société Synecom à Annecy. Je suis très contente de te donner la parole. Merci beaucoup Isabella, merci beaucoup. Donc comme Isabella l'a dit, si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les noter. Et surtout Isabella, tu me coupes surtout. En tout cas, vraiment bienvenue. Moi, je suis toujours touchée merci d'investir 60 minutes ensemble en fin de journée sur des sujets qui me touchent profondément et qui va être en lien avec notre rapport à la santé. Moi, je viens du monde médical et ma trajectoire m'a amené à voir la santé sous un autre angle. Et c'est pour ça que pour commencer cet espace ensemble, je voudrais vous proposer un moment d'introspection. Donc peut-être quelques secondes avec soi-même de respiration profonde si possible, histoire de stimuler tout de suite notre nerf vague. En tout cas, un moment de respiration pour se poser la question, au fait, concrètement, comment est-ce que je sais que je suis en bonne santé? C'est quoi mes sensations, mes indicateurs personnels? Donc voilà, on va se donner quelques vingtaines de secondes, juste avec nous-mêmes, pour réfléchir à ça. Profitez. Quelles questions je me pose quand j'interroge ma propre santé? Est-ce que c'est finalement je sens rien, mon corps est muet, donc tant mieux, ou est-ce que c'est parce que j'ai plein d'énergie, ou j'ai des envies de création, ou est-ce que parce que j'ai une douleur, ben, mon corps est vivant et je me dis que ma santé est active? Alors évidemment, il n'y aura pas de réponse toute faite pour chacun de nous, puisque c'est vraiment subjectif, mais c'était pour introduire cette notion et ce que je voudrais vous proposer pour aborder ce thème aussi vaste que la santé. D'ailleurs, l'OMS définit la santé pas seulement comme une absence de maladie. Donc je voudrais vous proposer pour débuter un petit historique ou un rappel historique des états d'esprit qui ont traversé un peu notre humanité. C'est intéressant de
au départ, constater que le rapport à notre santé et le soin était imbriqué avec des croyances animistes et religieuses, souvent. Et souvent, bah, c'était les guérisseurs, les rebouteux du village, voire les sorciers, qui utilisaient à la fois les pharmacopées locales, donc beaucoup d'herboristerie, le toucher, et puis des pratiques du genre de la divination ou de la psychologie. Et puis au 19e siècle est arrivé, donc 19e et 20e, la santé a été approchée comme un capital santé et on a commencé à saucissonner le corps et étudier de façon ultra détaillée nos organes. Alors bien sûr que ça a apporté un énorme progrès. Pour autant, là, la santé a été conçue comme une absence de maladie. Et ce qui s'est passé dans cette époque-là, sur 2 siècles, c'est que le pouvoir a été donné au médecin, au corps médical, et on est passé sur du curatif, c'est-à-dire que c'était vraiment une absence de maladie, un organe devait être traité par organe. Comme on était dans le curatif, ben du coup, on s'est éloigné de l'aspect préventif, particulièrement en France, avec vraiment tout un pouvoir donné au corps médical. Et puis bien sûr, aujourd'hui, on est dans l'ultra-technologie, on a une médecine de la maladie, on traite le symptôme et la maladie ultra performante, beaucoup de digitalisation, on parle de nanochirurgie aujourd'hui. Pour autant, eh bien, le constat, avec l'arrivée de l'épigénétique, et l'épigénétique, c'est vraiment une science qui permet d'étudier l'influence de l'environnement sur l'expression des gènes. Eh bien, on sait très bien qu'aujourd'hui, une santé, ce n'est pas qu'un seul organe. La notion de rapport effet-risque, où en fait, je vais donner ça, il va se passer ça, eh bien, c'est bien plus complexe que ça. La santé est le produit quasiment d'une matrice entre un sujet, son environnement, son patrimoine génétique, son milieu écologique, social et culturel. Et tout ça vient influer. Donc ce n'est pas parce que je donne une chimie sur un organe, parce que j'ai appris qu'il y avait une corrélation avec, que dans l'organisme dans son entier, ça va être efficace. Alors, pour parler de santé, il va être important de faire un peu un état des lieux dans notre monde. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Eh bien, nous sommes dans une série de paradoxes. Et le paradoxe numéro 1 va être que, eh bien, nous vieillissons de plus en plus tard, et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, puisqu'aujourd'hui, nous avons gagné 20 ans d'âge depuis 1950, grâce à tous les progrès de la médecine. L'âge moyen pour une femme est 76,3 ans et pour un homme 71,5, ça c'était en 2023. Pour autant, paradoxe, nous vieillissons de plus en plus. Pour autant, nous souffrons de plus en plus de nouveaux types de maladies, les maladies chroniques, qui sont responsables de 75% des décès au monde aujourd'hui. Donc, en fait, ces maladies chroniques, bah, qu'est-ce que c'est? C'est les maladies cardiovasculaires, ce sont les cancers, ce sont tout le système respiratoire dans sa globalité, les inflammations qui sont chroniques, tout ce qui est diabète. Donc, aujourd'hui, la question n'est plus seulement combien d'années nous allons vivre, mais surtout dans quel état de santé nous allons vivre ces années. Et en fait, les systèmes de santé aujourd'hui ont vraiment un challenge parce que ce n'est plus gérer des maladies chroniques, enfin, c'est plus gérer une maladie aiguë, mais c'est gérer des maladies chroniques à longue durée. Donc ça change complètement toute l'approche sur le domaine de la santé. Si on fait un point focus sur la Suisse, puisque c'est là où aura lieu notre séminaire, ben, on est dans une totale cohérence, puisqu'aujourd'hui, les seniors 65 ans et plus représentent déjà 20% de la population, et ça va passer de plus de 25% d'ici 2055, avec une même explosion des maladies chroniques, et ça je vais y venir, et évidemment un coût, une pression constante sur les coûts de santé, parce que justement, maladies chroniques à longue durée. Et là, j'aimerais juste faire un point focus sur les cancers, puisque là, et ce sont des données récentes qui sont relativement graves en fait, puisque c'est une explosion des cancers, et on va comprendre pourquoi tout à l'heure, et pourquoi on peut aussi aller dans l'inverse, puisque l'OMS annonce d'ici 2050 par rapport à 2022, plus 77% de nombre de cancers, ce qui est absolument énorme, et avec quelque chose qui est très préoccupant, puisque c'est la hausse des cancers chez les moins de 50 ans. On parle de cancers chez les jeunes, voire chez les très jeunes, en tout cas de cancers flash. Donc pareil, gardons ça à l'esprit, c'est nouveau, et qu'est-ce qui fait que nous en sommes là? On va y venir tout à l'heure. Paradoxe numéro 2, c'est que
les maladies chroniques sont en lien direct avec nos modes de vie. En fait, ce sont des maladies évitables. Les maladies, elles ne sont pas aléatoires, on en connaît les causes, et il y a une étude de l'OMS sur la région Europe qui a annoncé que 60% des décès pouvaient être évitables parce qu'elles sont liées avec des facteurs modifiables en lien avec des consommations de tabac, d'alcool, d'alimentation surtransformée, de sédentarité, d'hypertension. Donc en fait, nos maladies aujourd'hui sont en lien avec notre façon de vivre. Nous ne sommes plus dans des rythmes physiologiques et notre système n'est absolument pas pérenne. Paradoxe numéro 3, le niveau de santé mentale est directement corrélé avec les sociétés les plus développées. Pourquoi? Parce que c'est le lien hyperconnexion numérique, santé mentale. Donc aujourd'hui, les taux en fait de suicide, hein, les chiffres font peur, particulièrement chez les jeunes. C'est une des causes de mortalité majeure chez les 15-29 ans. Et une étude pareille en Europe dénonçait une personne sur 6 souffre d'un trouble mental, avec la cible adolescent qui est particulièrement touchée. Pourquoi? Parce qu'il y a cette notion d'hyperconnexion digitale et montre une corrélation entre l'usage intensif des réseaux sociaux et la baisse du bien-être. En fait, le fait d'être constamment dans des comparaisons sociales, de façon constante, d'avoir une stimulation dopaminergique intermittente, donc c'est vraiment les mêmes systèmes d'addiction, des fragmentations de l'attention, une privation de sommeil et bien sûr une ouverture d'autoroute sur les cyberharcèlements font que des études montrent ces états de souffrance, particulièrement chez les adolescents. Paradoxe numéro 4, eh bien, c'est que, en fait, pourquoi sommes-nous plus malades alors qu'il y a plus de médecine? Parce qu'en fait, nous avons vraiment une médecine très, très, très performante, et on va voir tout à l'heure un peu tous les progrès dans lesquels elle est, des espérances de vie qui s'élèvent, et une explosion des maladies chroniques. Donc, en fait, nous mourons de nos façons de vivre, et c'est là où, du coup, nous touchons un point peut-être nouveau, qui fait que notre système de médecine actuel ne suffit plus. On est dans un système où on soigne le symptôme, la maladie, donc médecine de la maladie, mais qui touche peut-être ses limites parce que quid de la médecine de la vie, comment se reconnecter ou réintroduire nos potentiels de santé, comment agir au quotidien pour éviter d'être malade et d'éviter d'être dans ces chronicités de mal-être. On va donc aller interroger qu'est-ce qui vient nous agresser. Donc évidemment, sans surprise, l'alimentation ultra transformée. Et là, en fait, il faut savoir que 50% de la consommation aux États-Unis, entre 50 et 60% aux États-Unis, l'apport calorique est apporté par de la nourriture ultra transformée et qu'en Europe, on est de 30 à 50%. Donc c'est quelque chose qui est en croissance. Et les études montrent dès 2019 que plus 10% d'aliments ultra transformés dans l'alimentation amène plus 12% de risque global de cancer. Et là, il y a vraiment une étude toute récente de l'Advanced Journal of Medicine de 2026 qui a démontré clairement le lien entre une alimentation ultra transformée et 47% de maladies cardiovasculaires et d'AVC. Donc en fait, cette alimentation crée des acidoses chroniques, crée une inflammation chronique qui fait que ça dénature, ça rend malade la plupart de nos cellules physiologiques. Et on parle même dans l'épigénétique, il y a une étude de 2025 chez des enfants européens qui ont fait un lien entre une consommation d'aliments ultra transformés et des modifications de la méthylation d'ADN. Donc même l'expression de nos gènes est variée avec cette approche. Et puis bien sûr, cette notion d'addiction. Il faut savoir que le sucre est plus addictif que la cocaïne et que le sucre reste une saveur, en tout cas refuge dans nos mal-être en lien avec la santé mentale. Donc en fait, c'est quelque chose de très insinueux. Et plus tous les additifs de goût, type réhausseur de goût, type glutamate, qui sont des véritables suppresseurs de la sensation de
stopper la faim. En fait, ça coupe la sensation de satiété, ce qui fait que, et qui est présent en fait dans tous les produits d'apéritif, ce qui fait que vous commencez votre paquet de chips, il est impossible de s'arrêter, de ne pas le finir en fait. Donc, simplement prendre conscience que tout ceci fait partie de la nourriture ultra transformée et qui crée ces inflammations chroniques. Deuxième plaie dans nos agressions modernes, je l'ai abordé tout à l'heure, c'est la notion d'écran et de réseaux sociaux. Alors l'idée, bien sûr, ce n'est pas de sataniser la modernité, l'IA, les smartphones, on a accès à des tas de choses. C'est juste l'usage que l'on en fait et particulièrement les réseaux sociaux. Il y a une étude très intéressante qui a duré 3 ans, dont les résultats sont sortis en mai 2025, sur plus de 12 000 adolescents aux États-Unis. L'âge de départ était 9-10 ans et c'était suivi sur 3 ans. Eh bien, 7 minutes par jour à 9 ans d'utilisation des réseaux sociaux. Au bout de 3 ans, c'était devenu 73 minutes par jour chez les 12-13 ans. Eh bien, ça a été démontré qu'il y a eu une augmentation de 35% des symptômes dépressifs. Donc en fait, l'augmentation de l'usage des réseaux sociaux précède l'augmentation des symptômes dépressifs, d'où le lien avec la santé mentale en fait. Et ça, c'est directement corrélé avec l'usage de nos smartphones, puisqu'il y a, en 2010, il y avait une étude qui disait qu'il y avait une augmentation de 50% du mal-être déclaré chez les adolescents. En 2023, il y avait 42% d'adolescents américains qui se déclaraient tristes ou désespérés de façon persistante. C'était 50% de plus qu'en 2011. Et pourquoi 2011? 2011, c'était l'arrivée des smartphones sur le marché. Il y avait en 2010 1 milliard de smartphones au monde. Aujourd'hui, en 2023, il y avait plus supérieur à 6,8 milliards de personnes, soit 85% de la population. Donc en fait, l'usage des réseaux sociaux sans conscience, encore une fois, mon objet n'est pas de sataniser rien du tout, c'est juste les réseaux sociaux, comme j'ai dit tout à l'heure, la comparaison permanente, la performance tout le temps, fait qu'on s'isole et c'est bien sûr addictif. Troisième agression moderne connue pourtant, c'est la pollution de l'air. Aujourd'hui, 99% de la population mondiale respire des niveaux de particules fines qui sont supérieurs aux recommandations de l'OMS. Et il y a une étude en 2025 en France qui a démontré que 12 à 20% des nouveaux cas chez l'enfant d'infections et de maladies respiratoires, donc genre asthme et bronchite, étaient en lien direct avec la pollution d'air ambiant. Pareil pour l'eau, même si aujourd'hui, en 2026, il continue d'avoir un quart de notre planète qui n'a pas accès à une eau buvable, et bien même dans nos eaux buvables, eh bien il y a une étude là, du Lancet en 2023 qui montre vraiment que la présence d'arsenic, de fluorure, de nitrates, de métaux lourds, de contaminants industriels, agricoles, d'antibiotiques, d'hormones qui se retrouvent dans nos eaux potables, alors ne déclare pas une maladie franche tout de suite, mais vient altérer la santé à bas bruit sur le long terme. Donc en fait, notre environnement moderne perturbe notre biologie et nous ne vivons plus aujourd'hui dans des rythmes physiologiques. Donc maintenant, une fois que ça s'est posé, donc on peut en avoir conscience, que faire? Et heureusement et ces webinaires est vraiment dans cette idée-là, c'est que, ok, c'est un constat, c'est relativement récent, c'est en lien avec des agressions modernes. Que faire et comment notre corps peut nous aider dans tout ça? Eh bien, il est grand temps que nous nous reconnections avec notre plus grande et merveilleuse pharmacie intérieure qui va être notre système d'homéostasie. Ça, c'est une grande magie de l'être vivant. Et je ne parle pas que de l'être humain, dans le monde animal, il y a vraiment ces phénomènes aussi. L'homéostasie, c'est une capacité d'un organisme vivant à maintenir un équilibre interne stable malgré les variations de l'environnement. Donc en fait, notre corps entier est fait pour réguler constamment au quotidien pour aller à l'équilibre. Nous sommes des merveilles faites sur pattes. Vraiment. Moi, je suis toujours émerveillée par nos capacités corporelles. Et donc, en fait, l'homéostasie, c'est quoi? Eh bien, le corps humain régule absolument en permanence notre température à 37 degrés. Ça, c'est aussi intéressant de voir
que si on a une température qui passe à 38, à 39, ben, c'est que le corps est en train de réparer quelque chose. Et que les réflexes que nous avons aujourd'hui de tout de suite couper la température, ben, en fait, on prive notre corps et son système naturel d'augmenter la température pour justement brûler ce qu'il y a à gérer en général, attaque virale ou attaque bactérienne. C'est pareil pour le pH sanguin, pareil pour la glycémie, pareil pour notre pression artérielle, notre concentration hormonale, nos équilibres hydriques, le côté inflammatoire, toute notre activité immunitaire. Vraiment, là, on est dans la médecine de la vie. Et on verra tout à l'heure, on va revenir sur notre microbiote. En fait, on a une véritable pharmacologie interne, permanente. Nous produisons des endorphines qui ont une analgésie naturelle. En fait, quand le corps a mal, eh bien, il produit une hormone de la même lignée des morphiniques pour nous anesthésier, de la dopamine pour notre motivation, de la sérotonine pour notre régulation émotionnelle, de l'ocytocine pour notre attachement social, cortisol quand on est stressé et la mélatonine pour le sommeil. Donc, toutes ces molécules biologiquement actives sont comparables à des médicaments que nous produisons absolument nous-mêmes. Donc, c'est une grande, grande, grande capacité que nous avons intérieure, mais souvent, ben, on s'en est éloigné, puisqu'on verra que notre mental a pris un peu le lead. Trois types de pharmacie constantes. Notre pharmacie immunitaire. Très intéressant de se rappeler que chaque jour, grâce à nos cytokines, à nos anticorps, à nos cellules cytotoxiques, en fait, chaque jour, notre système détruit des milliers de cellules potentiellement tumorales grâce à notre système immunitaire. Donc ça veut dire qu'avoir une fragilité de notre système immunitaire, eh bien ces cellules tumorales peuvent continuer de vivre, d'où derrière tout ce que vous pouvez imaginer. Donc pareil pour notre pharmacie anti-inflammatoire. Il faut savoir que l'inflammation est un processus naturel de réparation. Et là, pareil, le fait, on se fait un petit bobo, on a de la rougeur, une température qui arrive, ben, tant mieux. Ça veut dire que tous nos flux sanguins, tous nos lymphes, etc., amènent toutes les cellules pour gérer, réparer ces tissus. Et que le réflexe que l'on a aujourd'hui de tout de suite vouloir stopper une inflammation médicamenteuse, eh bien, prive un système naturel. Donc évidemment, l'idée, ce n'est pas de ne pas prendre de médicaments. Moi, je suis pharmacien au départ. Mais c'est juste se reconnecter avec déjà notre capacité naturelle. Et c'est intéressant aussi de voir que quand on a une inflammation, on nous demande de mettre du froid, alors que ben, finalement, il faudrait mettre du chaud pour augmenter cette vasodilatation, faire venir tout ça. Pareil pour notre pharmacie neurochimique du bonheur. On a cette capacité à sécréter dopamine, sérotonine, endorphine, ocytocine pour vraiment gérer nos humeurs. L'idée va être de, une fois que ça s'est posé, eh bien, d'aller identifier comment activer tout ça. Donc là, en lien direct avec les agressions de tout à l'heure, évidemment, il y a cette notion d'alimentation. Donc là, je vais être assez succincte. Pour la faire courte, nous mangeons trop, même quand on n'a pas faim, des choses qui ne nourrissent pas vraiment, avec des tas de croyances. Il y a Hippocrate qui disait manger, c'est se soigner. En fait, il y a eu des dérives mentales sur notre rapport à la nourriture, sous un système addictif. Moi, j'aime beaucoup citer un couple d'amis qui s'appelle Thibaut Crémel et Léa Dufour, qui œuvrent pour la santé globale depuis des années. Et je trouve qu'il résume très bien notre rapport à la nourriture, qui est, en gros, est-ce que tu manges assez végétal? Voilà. Est-ce que tu manges assez végétal? Et puis, la règle des 3 V, qui sont ben, végétal, vivant et varié. Puisque là, vous avez des exemples sur les photos d'aliments qui provoquent une acidose et d'aliments qui sont préférables, qui baissent notre acidose, justement. Et notre acidose chronique dans nos terrains intérieurs sont des terrains à inflammation. Et là, il y a beaucoup de choses à pointer avec des clins d'œil au marketing parce que typiquement, les produits laitiers ne sont absolument pas nos amis pour la vie. Hein, et que c'est démontré que les cultures qui consomment beaucoup de produits laitiers sont les cultures qui ont les os les plus fragiles. Parce que acidose et donc le corps compense pour réguler le pH et donc fragilise nos os. L'opposé de ce que du marketing. Pareil pour les consommations d'alcool, pareil pour les consommations de protéines animales, etc., etc. Donc en fait, on mange même quand on n'a pas faim. Et c'est très intéressant de voir que souvent, n'importe quelle cantine d'école, il y aura entrée, plat, dessert. Voilà. Et ça vient créer vraiment des dommages.
qui ont été en lien avec ce que j'ai décrit tout à l'heure dans les agressions. Autre piège dans lequel nous n'avons pas toujours conscience, c'est que notre système à nous est fait, digestif entre autres, est fait pour gérer la carence. Hein, les chasseurs-cueilleurs de là où nous venons ne mangeaient pas tous les jours, ou en tout cas pouvaient passer des moments de jeûne intermittent, en tout cas n'étaient pas en capacité d'avoir constamment la nourriture. Sauf qu'aujourd'hui, notre système a à gérer l'abondance, voire de la surabondance. Et il n'est pas équipé pour. C'est pour ça que notre foie n'y arrive plus. Et donc, ça vient expliquer un petit peu les dérives. Donc, revenir, et c'est pour ça que je mets ce slide sur le jeûne, qui met être un temps de repos pour son organisme et qui vraiment interagit très fortement sur remettre un peu de l'espace, donner à notre corps des potentialités d'action. Quand constamment je nourris avec des choses, quand je charge mon organisme, eh bien automatiquement derrière, ça va créer des dommages. Continuons avec le roi microbiote, parce que ça, c'est vraiment quelque chose de majeur. C'est pour ça que c'est le roi. En fait, notre microbiote digestif et intestinal va bien au-delà de la digestion, puisqu'il est responsable de mon humeur, il est responsable entre autres aussi de ma qualité de mon système immunitaire, de ma barrière intestinale, et c'est un lieu de métabolisation et de création de polyphénols, de vitamines anti-inflammatoires, antioxydantes, antidiabétiques, tout ce qui empêche justement les dommages. Et puis pareil, c'est à l'endroit où sont synthétisées les vitamines K, B1 et B12 qui facilitent l'absorption calcium, magnésium pour mes os. Et les ennemis du microbiote, c'est les mêmes que les agressions désignées tout à l'heure, mauvaise alimentation, environnement, certains médicaments et les variations du rythme. Donc, chérir son microbiote, c'est le meilleur cadeau que nous pouvons nous faire. Autre levier, donc là on a vu le levier alimentaire, autre levier de notre homéostasie pour reprendre tout ça en main, va être de stimuler notre nerf vague. On a dans notre système nerveux le système orthosympathique qui va être dans le fer, et là on active, on active, on active, ça on sait très bien, hein, plus vite, plus loin, plus fort, ça on est constamment en train d'activer. Sauf que je devrais activer mon parasympathique autant que mon orthosympathique. Et c'est là où ça pêche. C'est là où ça joue pas, parce que le système parasympathique, je le stimule quand je me détends, quand je respire, quand je dors, chose qu'aujourd'hui, dans nos vies effrénées du hamster dans sa roue, devient de plus en plus rare. Et stimuler le nerf vague est en lien direct aussi avec notre microbiote intestinal. Et c'est là où c'est très intéressant, si on dézoome un peu, de s'interroger que dans notre société ultra digitalisée, performante, technique, eh bien des choses aussi fondamentales de tous les êtres vivants qu'est le sommeil, eh bien pourquoi c'est autant malmené en fait. C'est là où il y a eu une dérive en fait. C'est comme la nourriture qui à un moment est devenue à bas prix. La nourriture devrait pas être chère. Une nourriture pas chère, c'est comme si nous, on méritait quelque chose de pas cher. Voilà. Donc, c'est pareil pour le sommeil, c'est pareil pour le repos. Remettre ça au centre, puisque gérer son nerf vague, c'est gérer aussi ses émotions, gérer son stress. Ça entraîne une diminution du cortisol, une diminution de ma fréquence cardiaque, une diminution de mon inflammation. Et c'est en lien direct avec le sommeil. C'était le docteur Patrick Lemoine qui disait que dans les sommeils lents profonds, il a beaucoup travaillé, lui, sur les états de conscience modifiés. En fait, ça crée l'hormone de croissance, je sécrète l'hormone de croissance, qui fait tout l'inverse de ce que j'ai décrit tout à l'heure. C'est en ça où on a vraiment cette possibilité de reprendre sa vie en main et personne ne dormira à ma place. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe sous un mode addictif, dans nos réseaux sociaux, dans toutes les séries Netflix ou toutes les autres, c'est addictif. Nous dormons de moins en moins, et quand nous dormons de moins en moins, ou quand je ne me repose pas, eh bien, je prive ma merveille, qui est mon corps, de faire ce qu'il a besoin de faire pour revenir à l'équilibre. On continue avec, là en synthèse sur la gestion du stress. Donc là, pour l'instant, levier alimentation et levier stimuler le nerf vague, pardon. Eh bien, dormir, respirer, choisir ses aliments. Choisir ses aliments, c'est pas se mettre au régime, c'est mettre de la conscience sur les choses qui sont bonnes pour moi. Il y a une règle qui dit c'est la quantité qui fait le poison. Donc une bonne fondue avec un bon vin blanc,
super, mais peut-être que le lendemain, mon corps voudra un petit bouillon. En fait, mon corps, il sait, mais c'est mon mental qui, lui, voilà, je fais du sport, je dois boire une bière. Enfin, il y a une telle pression marketing et sociale derrière, sauf que bah, mon corps, lui, sait pas gérer ça. Troisième levier, ça va être la notion de mouvement et de repos. Alors, petite question comme ça que je vous pose. À votre avis, combien marchait un chasseur-cueilleur à l'époque? Est-ce que vous avez une idée? Une fois, deux fois, trois fois? Eh bien, c'était 30 à 40 kilomètres par jour. D'accord? Au début du 19e siècle, à votre avis, combien on marchait en moyenne? Début du 19e siècle, le début de l'industrialisation. Eh bien, c'était 16 kilomètres par jour. Et à votre avis, aujourd'hui, combien marchons-nous? C'est un peu la cata parce que les dernières estimations sont à moins de 1 km, voire même moins de 500 mètres. Et il y a certaines études qui démontrent que même un enfant, ça peut être le nombre de pas, c'est pour aller aux toilettes. Moi, j'ai lu une étude à un moment, c'était dans une école, il faut un parcours pour faire marcher les enfants pour aller à la cantine. On souffre vraiment de cette sédentarité. Sauf que notre corps, il n'a pas changé, il a des articulations et il a besoin vraiment de se mettre en mouvement. Tout le temps, au quotidien, ne serait-ce que pour faire circuler, circulation sanguine, les lymphes, enfin tous nos flux. Donc l'activité physique, écologique pour soi. Parce que c'est là où c'est intéressant, parce que qui dit mouvement dit repos, et que aujourd'hui, ben souvent nous sommes dans des excès. C'est-à-dire que soit je bouge pas du tout, cette fameuse sédentarité, soit, alors les gens qui bougent, ils sont dans, et là on a des applis hein, comme Strava ou autres, ben c'est parti pour les ultra trails, pour les, donc la performance de la performance de la performance. Alors là, ça n'engage que moi, mais ce n'est pas que moi qui le dis. Mais en général, quand on est sportif de haut niveau, on est quand même des camés à l'endorphine, parce que c'est ce qu'on va chercher, cet état qui anesthésie en fait la douleur. Sauf que, eh ben, on maltraite nos organismes. Donc l'idée, c'est de vraiment trouver des activités physiques au quotidien qui me correspondent en fonction de mon âge, de mon envie, mais de jamais, donc bien sûr se dépasser ce qu'on a besoin hein, de se muscler, mais jamais sur-sollicité. Moi, j'habite à Annecy. Il y a des cliniques pleines ici de sportifs qui n'ont jamais réussi sur un podium, mais qui ont leur corps, qui ont complètement cuit, en fait. Et aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant, c'est que où on fait rien, où on fait trop, mais là, c'est comment je vais y mettre un peu de conscience et d'activité bonne pour moi. Quatrième levier, l'environnement dans l'homéostasie. Mon environnement, ma relation sociale aux autres. Nous sommes des animaux grégaires, on a besoin d'interconnexion et d'autre chose qu'un écran digital. En fait, aujourd'hui, j'ai lu une étude récente qui disait que 40% des seniors sont déclarés en mort sociale. Et qu'est-ce qui se passe quand on est en mort sociale? C'est-à-dire qu'on est tout seul chez soi, on sort pour aller chez le médecin ou le pharmacien et que toute la journée, ben, je suis en lien avec des écrans ou des masses médias et si je regarde les infos, ben, c'est une espèce de propagande d'annihilement en fait. Eh bien, mort sociale, eh bien derrière, c'est automatiquement le corps qui va déclarer une série de maladies. Donc le fait d'avoir des liens humains, de choisir ce qui est bon pour moi et m'en rapprocher et de gérer le reste. Mais ça passera par moi en fait. Et c'est là où donc on a ces 4 leviers. Donc ça c'est une super bonne nouvelle. Mais on a un bonus. On a un super pouvoir qui va être nos pensées. Et là c'est très intéressant puisqu'on a mis tellement de poids à notre mental qu'on en est un peu de victime. Il faut savoir que ça fait 20 ans que les neurosciences le démontrent, nous sommes neuroplastiques. Donc notre cerveau n'arrête pas de se réorganiser constamment. Et ça veut dire que les connexions sont modifiées en fonction de nos expériences. Donc chaque fois que je vais faire quelque chose, il va y avoir une interconnexion neuronale qui vont créer ensuite de nouveaux réseaux neuronaux. Et c'est comme ça qu'on peut résumer, hein, de façon assez simpliste, mais je trouve efficace, de se souvenir qu'une pensée que j'ai, le cerveau va tout de suite entamer une action. Ça, c'est réflexe. Il va vouloir agir. Une action va devenir, parce que notre cerveau est fait pour automatiser, pour dépenser le moins d'énergie possible, ça va devenir une habitude. Et dès que ça devient une habitude, ça devient un angle mort pour moi. Donc, je n'ai plus la main dessus. Et ça devient un comportement. Et ça veut dire que je peux changer n'importe quel type de comportement si je fais évoluer la pensée initiale. C'est ça, notre grande potentialité et notre grande richesse de notre neuroplasticité, c'est que si je fais évoluer la pensée initiale,
eh bien, à n'importe quelle étape de ma vie, n'importe quel âge, je peux évoluer dans mon comportement. Et c'est là où on revient avec l'approche coaching, puisque ça va être, en fait, l'erreur, ce serait de croire, bah, moi, je suis comme ça et point barre. Du coup, c'est comme ça. Bah, non, en fait. Si je fais évoluer ma pensée initiale, bah, tout peut changer. Et ça, c'est jusqu'à notre dernier souffle. Il n'y a pas d'âge de limite derrière. Alors, le pouvoir de nos pensées, j'ai amené plusieurs livres. Moi, j'aime quelque chose qui est intéressant. Par exemple, je vous le montre. Quand le pouvoir de nos pensées l'emporte sur les médicaments, des études maintenant le montrent largement. Être stressé, c'est augmenter son inflammation, interleukine 6, CRP. Il y a une étude très intéressante en 2021 qui a démontré que le placebo, alors le placebo, c'est quand même le caillou dans la chaussure du monde médical depuis toujours, hein. Le placebo, ça a été démontré que c'est une activation cérébrale mesurable. Ça veut dire que grâce à nos pensées, c'est le système nerveux autonome qui est activé, c'est tout le système hypophyso-surrénalien et c'est aussi tout le système immunitaire. C'est le champ de ce qu'on appelle la psychoneuroimmunologie. Et en fait, et cette étude le démontre, un stress mental crée une inflammation biologique qui se retrouve dans nos indicateurs biologiques. Donc en fait, les pensées sont toutes sauf immatérielles. Elles ont, comme l'environnement a un impact sur notre biologie, notre pensée a un impact sur ma biologie. Et il y a même une étude en 2018 qui a dit que des pensées positives, un optimisme, et c'est pas une injonction, hein, ça baisse la mortalité. Donc parce que a un impact sur notre biologie et sur ses sécrétions. Donc je vous montre aussi ce second livre qui est du professeur Donald Church, et sur l'esprit de la matière, sur comment nos pensées se matérialisent dans la matière et dans nos indicateurs biologiques. Alors c'est intéressant parce que du coup, euh, alors c'est intéressant et ça peut être aussi jovial parce que en fait je peux reprendre la main. Personne dormira à ma place, personne n'aura les pensées à ma place. Je suis maître de mes pensées, en tout cas, si j'y mets de la conscience. Ça va être comment je vais reprendre ma pensée derrière. Et moi, j'aime bien ce mot qui dit, bah, je suis mon plus grand souci, mais je suis également mon plus grand libérateur et ma plus grande libératrice. Parce qu'en gérant ma pensée, bah, je peux modifier, en tout cas, ma façon d'interagir avec moi et avec le monde. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien ce pouce, parce que c'est aussi comme ça où je peux faire le on-off vis-à-vis de ma consommation digitale, entre autres. Hein, évidemment, l'idée, c'est de vivre avec son temps, d'utiliser l'IA et toutes les merveilles qui nous sont proposées. Donc, quand ça m'aide, c'est censé être un outil, mais à quel moment j'en deviens esclave? Et c'est ça, le niveau de conscience à mettre. En tout cas, je voudrais faire un lien avec Frédéric Lenoir, qui parle du pouvoir de notre pensée. Et l'être humain, de toute façon, a besoin de croire, de se représenter le réel et de donner du sens à sa vie personnelle, mais aussi collective à travers des croyances partagées. C'est ça, ça a été toute l'histoire de nos religions, l'histoire de nos récits collectifs. Nous avons besoin de croire en quelque chose. Donc c'est là où, au final, une des questions majeures, ça va être à quoi je crois et à quoi je crois particulièrement vis-à-vis de ma santé. Et c'est là où je vais me permettre d'aller pointer quelques dogmes ou en tout cas quelques conditionnements dans lesquels nous sommes toutes et tous issus. On parle de conditionnement et d'encodage qui sont faux, fondamentalement faux. Ça fait 20 ans que les neurosciences le démontrent. Et un des premiers conditionnements, et on fera le lien avec la santé, ça va être la culture de la souffrance. 20 ans que les neurosciences le démontrent, il n'est pas besoin de souffrir pour mériter rien du tout. Donc là, on arrête. Je souffre toute la semaine pour mériter les week-ends, je souffre tous les mois pour mériter mes vacances et je souffre toute ma carrière professionnelle pour mériter la retraite. C'est faux. Et pareil que la culture de la souffrance, le fait de se sacrifier pour quelque chose, c'est juste passer une facture un peu plus tard. Donc là aussi, on a un mode médical qui est dans l'ancrage psyché du mode sacrificiel. Je me sacrifie pour les autres. Sauf que c'est pas être émotionnellement stable, cette affaire-là. Donc ça, c'est faux. Alors je suis OK avec le fait que ça pique un peu parce que c'est tellement impliqué même dans nos ADN, hein, parce que derrière, c'est la machine à culpabilité, etc. En tout cas, c'est faux. Donc, c'est quelque chose à déconstruire pour reconstruire autre chose. La logique de toujours plus, c'est faux aussi. C'est l'état de notre planète actuelle. C'est le fait que, tiens, j'ai fait ça, mais il faut que j'en ai encore plus. L'idée, ça va être de passer à la logique du mieux.
meilleure relation avec moi, meilleure santé, meilleure humeur, meilleure relation avec autres, meilleur monde, etc. Autre chose qui est fausse, c'est la loi de la compétition et du plus fort. Il y a un livre fabuleux qui s'appelle L'erreur de Descartes. Et en fait, ça, c'est une erreur qui date du XVIIe siècle, qui dit que, en fait, si t'es pas le plus fort, bah, tu vas mourir, en gros. Et merci à tous les reportages animaliers qu'on a pu voir, parce qu'en fait, c'est faux. Depuis toujours, dans notre histoire d'humanité, le monde vivant pour survivre est dans un mode à 90%, dans un mode d'entraide et de collaboration. Aujourd'hui, on sait très bien que les champignons aident les arbres à survivre. Nous avons besoin de collaborer et de s'entraider. Et ben, il n'en a pas de même pour nous. Sauf que 100% de notre société est basée sur les 10% de la loi du plus fort. Il n'y a que 10% dans la loi du plus fort. Donc pareil, savoir que je ne vais pas m'en sortir seule, savoir que j'ai besoin d'aide et donc remettre cette confiance-là qui va contre la santé mentale en fait. Autre chose qui est fausse, le je pense donc je suis. Et ça, c'était en lien aussi avec l'erreur de Descartes, le livre. En fait, on a tout mis dans notre cerveau, le fameux si tu veux, tu peux, je dois, il faut, qui sont des véritables phrases brutales, hein, le no pain, no gain, enfin, on a tous entendu ça. En fait, c'est je ressens, donc je suis. On sait très bien qu'aujourd'hui, quand je passe en mode stressé, l'amygdale coupe mon accès à mon néocortex cognitif, et en fait, c'est mes émotions, mon cerveau reptilien, qui prend le lead. Donc, apprendre à gérer ses émotions, apprendre à verbaliser ce que je ressens, ben, c'est revenir à sa capacité d'action. L'erreur qui a été faite, c'est aussi mon corps est au service de ma tête. Le si tu veux, tu peux. Sauf que, et c'est bien les chiffres que je vous ai montrés tout à l'heure, c'est mon corps qui décide. Mon corps, il veut juste mon bien. L'homéostasie, c'est sa capacité à réguler malgré des variations. Sauf qu'aujourd'hui, ben, les variations sont tellement abyssales que le corps n'y arrive plus, et là, bah, il coupe. Et le burn-out, c'est un système de survie, parce que mon hypercortisolémie est devenue telle, j'ai plus un flux biologique qui est OK, mon corps n'a pas d'autre choix que de couper. Donc revenir à, OK, mon mental, c'est super, on a fait plein de progrès avec ça, mais c'est du et mes émotions, et je vais apprendre à gérer ça. Culture du contrôle, c'est faux aussi. On croit qu'on contrôle, mais en fait, on revient à notre simplement vulnérabilité d'humain. Hein. Nous naissons, nous allons tous mourir. Nous sommes de passage sur Terre. Et dans nos sociétés occidentales, on a peur de la mort, peur de vieillir, peur de la maladie. Sauf que dans d'autres civilisations, on célèbre la mort autant que la naissance. Puisque, ben voilà, on est de passage. Donc, essayons d'être le mieux de nous-mêmes dans ce passage. Et puis, que la culture du malheur, cette espèce de culture du pessimisme et du pire est à venir qui est continuellement entretenue par les médias. Et là, j'aimerais citer Thomas d'Ansembourg parce que lui, il parle de culture du malheur vraiment. Vous savez, le truc, vous avez passé une bonne journée, c'était chouette, ça a été fluide, la relation est sympa. Ben, il y a une partie de vous, tellement c'est notre culture, ah non, mais ça va pas durer. Non, non, mais là, il y a un truc qui va venir. C'est cette espèce de culture du malheur dans lequel nous avons été. C'est faux, c'est faux. Donc voilà, désapprendre ça pour revenir avec quelque chose de beaucoup plus jovial. Parce que quand je pense ça, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact, à votre avis, sur notre santé? Des impacts énormes. Moi, je vous donne la culture, par exemple, du toujours plus. Je suis fatiguée, je rentre chez moi, mais j'ai encore plein de trucs à faire. Je vais m'interdire le repos. La notion du mental, je suis blessée, hein, j'ai mal à la cheville, au genou, à la hanche, mais comme j'ai dit que je m'étais inscrit avec les copines au semi-marathon qui a lieu dans 2 mois, je vais quand même aller courir et m'entraîner avec. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'insinueux. Pareil, la culture du contrôle, hors de question que j'ai de la fièvre, je vais prendre des médicaments avant même de savoir d'où vient cette fièvre. Pareil pour l'inflammation. Donc tout ça, ça vient un peu biaiser nos croyances. Mais nous sommes capables de croire en autre chose. Parce que le but, ça va être de réorienter notre radar intérieur pour décider ce que je laisse entrer. Parce qu'en fait, personne aujourd'hui ne peut vous dire ce qu'il faut faire pour bien faire. Et à la fois, c'est le côté peut-être anxiogène et en même temps complètement jovial, parce que ça veut dire que toutes les normes, aujourd'hui, on voit que notre système de médecine très performant touche des limites et que nous avons besoin d'ajouter autre chose. C'est du et en ajout. Et que si moi, en plus, je fais mon job pour gérer, développer tout ça chez moi, eh bien, c'est que des perspectives bien meilleures qui vont s'ouvrir. L'idée, ça va être de se reconnecter avec sa joie.
Alors la joie n'est pas qu'une émotion, c'est tout un état d'esprit. La joie individuelle est en lien avec une joie sociale. Là, je peux en parler avec beaucoup de tendresse parce que depuis le mois de novembre, j'ai créé à la maison, chez moi, il y a peut-être des personnes ici qui font partie de ces cercles de joie. Une fois par mois, nous nous réunissons, donc c'est citoyen, hein, vient qui veut, pour parler de nos joies. Ce qui est rapporté, en fait, en tout cas dans les échanges, c'est que la joie, elle est là, mais on a juste oublié qu'elle était là. Et que ça demande une rééducation, une refocalisation de l'attention sur au fait, tiens, mais finalement, j'ai mangé un truc vraiment sympa à midi, tiens, j'ai senti la chaleur du soleil dans le dos, ah bah tiens, j'ai câliné mon chat ou j'ai fait un câlin à mon chéri. Enfin, se reconnecter avec des choses joyeuses, et ça, donc c'est tous les issues de psychologie positive, et c'est pas une injonction, hein, c'est juste que c'est où est-ce que je vais être attentif? Et ça, ben, ça va faire le lien avec ben, je me remets au centre de mon pouvoir de pensée, de mon pouvoir de santé, et en lien avec la relation sociale humaine, c'est-à-dire que le moindre changement dans ma pensée va entraîner une micro-changement dans une cellule qui va créer une nouvelle connexion neuronale qui aura d'autres types d'hormones. Tout ça, c'est complètement imbriqué. Et que si moi, je suis mieux. Et c'est pas être popé up tout le temps, c'est juste je me sens plus en paix, je gère mes émotions, j'ose dire les choses, eh bien j'ose mettre dans ma pensée comme dans mon corps des choses qui sont bonnes pour moi, mais c'est comme ça que je le transmets aux autres sans rien avoir à faire. On parle de développer nos savoir-être versus savoir-faire. Donc en fait, je suis mon médecin avec moi-même et c'est quelque part ma perspective de me pacifier. Alors c'est une aventure humaine, hein, jusqu'à notre dernier souffle, c'est jamais fini l'affaire. Et développer mon autonomie, reprendre mon pouvoir de connexion. Et ça s'imbrique avec cette notion de robustesse qui appartient à Olivier Amand, qui est un biologiste lyonnais, qui lui a beaucoup publié, il est très actif, certainement que vous le connaissez aussi, vraiment sur l'antidote du culte de la performance, en nous proposant d'être robustes, en fait. Aujourd'hui, nous sommes ultra performants, mais nous sommes ultra fragiles. On a des systèmes informatiques, mais un bug et c'est tout le monde est planté, en fait. Ben, c'est pareil pour notre corps. À force de pousser, 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 un corps sportif, pousser, 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 ben, le moindre truc, la blessure, c'est terminé. La nature, elle n'est pas du tout performante, mais elle est robuste. Et l'idée, ça va être comment on va développer, revenir à notre robustesse, comment je vais eh bien, prendre soin de mon système immunitaire, prendre soin de la qualité de ma joie et de mes pensées, prendre soin de mes articulations en les activant très régulièrement, prendre soin de mon souffle. Vraiment cette notion de douceur, de tranquillité, l'opposé du vite, 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 plus, faire. Mais qui va, voilà, l'idée c'est de rééquilibrer. Et en fait, quand on parle de médecine et d'au-delà, eh bien dans la médecine de la vie, c'est le corps et l'esprit. Donc je voulais vous montrer un livre sur la joie de Charles Pépin, qui est vraiment très chouette, un philosophe français. Et puis dans cette notion de médecine, eh bien aujourd'hui, donc il y a notre médecine, et puis, il y a celle qui arrive, qui est justement toutes les guérisons quantiques et les thérapies de l'avenir, où ça va être question d'ondes vibratoires. D'ailleurs, la guérison, disait Hippocrate, vient avant tout de l'intérieur, avec l'épigénétique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de traitements sur les cancers où on agit sur les méthylations d'ADN, des transmissions vibratoires. En fait, tout un autre type de médecine qui vient compléter de façon beaucoup plus holistique cette approche. On est encore une fois dans du « et ». Mais tout ça, ce n'est rien en fait, puisque il y a une grande cohérence qui va dans bien plus grand que nous. Prendre soin de nous, ne suffit pas, puisqu'on rejoint le principe du One Health, une seule santé. Notre santé humaine ne peut être comprise ni protégée indépendamment de la santé globale de notre planète. C'est-à-dire que le concept de One Health rappelle que la santé humaine dépend aussi de la santé animale. Et quand on mange des protéines animales d'animaux maltraités, bourrés d'antibiotiques et de choses comme ça, c'est pas bon pour nous. Donc, elle dépend aussi de l'environnement dans lequel on vit. Elle dépend de l'eau, de l'air, des sols, des écosystèmes. C'est pas fragmenté. La santé humaine est liée en lien avec tout autre. Et là, ça prend tout à fait une autre puissance. Et je voudrais terminer avec deux choses. Alors, le petit clin d'œil de Voltaire, hein, qui dit que j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour ma santé. Et c'est pas une injonction. Hein, c'est pas une injonction au bonheur. On va pas attendre que le monde aille bien pour aller bien. Voilà, c'est un moment. Voilà ce qui est proposé. Voilà ce qu'il y a dans mes pensées. Voilà ce que je consomme. Et qu'est-ce que je peux décider peut-être d'autres qui seraient meilleurs pour moi.
Et en conclusion, je voudrais dire que c'est passer de l'inconscience à la conscience, l'inconscience dans mes consommations, sachant que tout ceci est sous un mode addictif. Donc déjà, en prendre conscience, comment je me sors de là pour mettre de la conscience sur ce que je mets dans mes pensées, ce que je mets dans mes cinq sens et ce que je mets comme nutriments dans mon corps. Pour passer de la peur, la peur de soi, la peur de pas y arriver, toutes nos peurs en lien avec tous nos conditionnements qui sont faux, à l'amour, l'amour de soi, l'amour de chacune de nos cellules, l'amour de notre corps qui est une merveille, l'amour de la vie, l'amour de se réveiller le matin, dire mais voilà, je suis juste vivant. Voilà, je sais pas ce qui va se passer aujourd'hui, mais je suis vivant, je suis vivante. De reconnecter avec cette notion de à quoi je suis attentif, pour remettre vraiment la prise, rebrancher la prise à soi, et puis bien sûr aller se connecter à la nature. Il faut savoir qu'au Japon, il y a des prescriptions de bains de forêt qui ont été démontrées en études cliniques aussi efficaces que des antidépresseurs. Le plus je me reconnecte à moi, et bien le plus je vais être ouvert à l'extérieur. Donc le lien avec notre journée du 24, eh bien il y a donc ces 4 webinaires qui vont préparer, aborder ces sujets, puisque notre intention le 24, ça va être dans cette santé présente et les enjeux actuels, qu'est-ce qui a besoin d'être imaginé pour remettre le client au cœur de son corps, de son déficit de santé, de ses décisions. Le but aujourd'hui, c'est à quoi je suis attentif, qu'est-ce que j'ai besoin de revisiter dans mes pensées pour eh bien se mettre, voilà, de se remettre acteur et actrice de sa vie. Merci infiniment pour votre écoute. Et peut-être maintenant, on se donne les quelques minutes qui restent. On a 5 minutes pour répondre à des questions. J'arrête peut-être le partage. Et puis, Arrête le partage. Merci, Vérane, pour cette perspective, surtout pour nous donner cette idée de qu'à travers la connaissance de soi-même, nous vraiment nous puissions nous connaître mieux et nous développer et rester agile et rester en santé. c'est Qu'on a ça. tout le pouvoir dans nous. Ben, on a le pouvoir de guérison, hein. On a vraiment ce pouvoir de santé. Et souvent, on n'en a pas conscience. Enfin, moi, c'est vraiment, c'est mon constat. Et où on a oublié qu'il était là. Parce que habitude, parce que industrie, marketing, etc. Alors que c'est là. Donc c'est du et en fait, c'est vraiment du et. Et si je me remets au centre, faire avec. J'ai une maladie, qu'est-ce que je peux faire moi pour m'approprier, la vivre, la traverser et continuer ma vie en fait. Et c'est vraiment il y a quelque chose de vertueux, de très vivant dans tout ça. Oui, et surtout, je pense que c'est important de savoir qu'on peut commencer à toujours. Hmm. Il n'y a pas d'âge pour commencer, comme tu l'as dit, jusqu'à la fin de nos jours, hein. Jusqu'à notre dernier souffle, notre Oui, découverte de nous-mêmes et nos reconnexions. oui, Et moi, alors, oui. je suis vraiment, parce que je le constate, et puis je ne sais pas s'il y a des médecins dans l'auditoire, en tout cas, on a ce pouvoir de transformation de corps, hein. C'est un truc de dingue. Le pouvoir que nous avons est gigantesque, mais souvent il est sous cloche ou non en conscience. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait faire une question, poser une question, pardon, ou parler un instant? Euh, nous sommes curieuses d'avoir vos perspectives et de savoir vos pensées. Vous pouvez ouvrir vos micros si vous le souhaitez. Normalement, vous avez le pouvoir pour, ou dans le chat, comme vous voulez. Nous avons tous le pouvoir, c'est vrai, Voilà, Vérane? on a tout le pouvoir. Et puis, sinon, ça peut être aussi. Oui. Ah, pardon. Merci Véran là, pour Ouais. tous ces éclairages. Moi, ce qui est la question qui m'interroge, c'est vraiment comment on sort un peu du système parce qu'on est vraiment pris voilà, Mm. dans un environnement, dans une société, Mm. avec des collègues, des amis, où en Ouais, fait on est tous dans un rythme souvent assez effréné bien sûr, bien et on sûr, voit les effets, comme tu l'as expliqué déjà sur le sommeil, sur voilà, bien sûr. qui après enraye la machine. Ben oui, bien sûr. Et merci, hein, parce que beaucoup de douceur pour nous, hein. L'idée, ça va pas de ressortir le fouet et de se flageller comme on sait bien faire, hein. Ça va être, mais déjà juste de prendre conscience de cette consommation. On est aujourd'hui dans une industrie du temps libre, hein, qui est arrivée avec les réseaux sociaux. Donc on n'a jamais eu aussi peu travaillé, on n'a jamais eu autant de temps libre, et pour autant on n'a jamais été autant happé parce que c'est sous un mode addictif. Donc déjà prendre conscience. Si on regarde voilà, en fait, c'est quand je regarde mon portable, en fait, c'est peut dire, voilà, ça me concerne, c'est moi qui ai choisi ou pas.
quand je suis fatiguée. En fait, c'est vraiment, est-ce que je suis capable de le poser un peu, mais d'être faire ça par étapes. Et moi, je connais des stratégies hein, de personnes qui ont mis un temps de consommation, puis après, posent le portable. C'est addictif. C'est comme le sucre. Donc, se connecter à sa respiration, souvent, se connecter à qu'est-ce que mon corps me dit, se connecter à interroger qu'est-ce que je regarde, interroger sa consommation, avec douceur, pas avec le fouet. Mais il y a rien de magique, hein. Et c'est là où, ben voilà, oui, voilà, je suis comme ça. Et s'il y a des pharmaciens dans le public, et je sais qu'il y en a, eh bien souvent, c'est j'arrive pas à dormir, donnez-moi une pilule. Voilà, pour dormir. Mais alors, ok, c'est très bien pendant certains passages, mais se poser la question, pourquoi je dors pas? Voilà, ça, c'est aller à la source, en fait. La médecine de la vie, c'est aller à la source pour pouvoir vraiment voilà, aller au-delà, quoi. Et surtout des petits pas, c'est vrai, Véran, Tout toujours, hein. douceur, douceur, Tout douceur, douceur. Douceur. Et joie. Voilà. Et rire de nous, de nos avancées, de nos reculs. Mais déjà, oui. prendre conscience. En fait, c'est un moment, se dire, attends, c'est bon pour moi ou c'est pas bon pour moi? Voilà. Il y avait cette notion, c'est utile, c'est futile, c'est nuisible. Voilà. Rien que respirer un coup et se poser cette question, ça change beaucoup de choses sur tous nos gestes qui sont devenus automatiques. Et quand ça devient automatique, eh bien, c'est foutu, en fait. Ça devient un angle mort. Voilà. Merci, Véran. Merci. Merci pour ce temps ensemble. Merci de ce cadeau voilà, donner 1 heure de votre temps, c'est fabuleux. Je crois qu'on peut clore, on va respecter le temps de chacun. Absolument. Ouais. Merci Merci à tout beaucoup. le monde. Portez-vous bien et belle soirée. Merci. Merci Véran, merci Merci. beaucoup. Merci Stan. Merci. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Bonne Merci soirée à beaucoup. tous. Merci Merci, Véran. Bonne merci, Merci. soirée. bonsoir. Merci. Voilà. Bonne soirée, Merci. merci. Belle Merci, soirée à c'était tous. top. Merci Merci beaucoup. pour Merci, au votre revoir. présence. Merci. Merci.